Aussi vertueuses que soient les nouvelles matières premières dans la fabrication de biens de consommation, l'utilisation des solvants reste un problème fondamental. Ces solvants, issus du pétrole, entrent dans le processus de fabrication de nombreux produits et sont dévastateurs sur le plan sanitaire et environnemental. La chimie durable a l'ambition de répondre à ce paradoxe. Valence, dans la Drôme, est le siège de l'IFS, Innovation Fluide Supercritique. Les fluides supercritiques sont en fait des fluides, comme le CO2 par exemple, qui, soumis à certaines manipulations, peuvent remplacer les solvants issus de la pétrochimie. Donc là, on va jouer sur un seul séparateur. De toute façon, on ne va pas jouer sur les deux. On va pas forcément avoir de grosses différences. Donc on va fixer... Stéphane Sarade, directeur de recherche aux énergies alternatives du CEA de Saclay, croit fermement en ce procédé chimique qui présente une véritable alternative aux ressources fossiles. Voilà, par minute de CO2. Bon, donc là, ça monte. On voit qu'on a déjà plus de 10 bars de différence. Donc ça y est, la manip est lancée. Donc moi, je vais de l'autre côté pour suivre sur l'ordinateur. Très bien, tout à l'heure. Alors en fait, les fluides supercritiques se sont imposés il y a une quarantaine d'années comme étant un axe majeur de la chimie verte ou de la chimie durable. Pourquoi? Il y a un élément qui est très important, c'est l'utilisation de solvants en chimie et l'utilisation de solvants organiques tels que le benzène, dichlorométhane, chloroforme. Le CO2 supercritique est une alternative industrielle à ces solvants. Donc on peut faire de la chimie, c'est-à-dire extraire, purifier, nettoyer, décontaminer, faire des réactions chimiques dans le CO2 supercritique comme on le faisait traditionnellement avec le benzène, le dichlorométhane et autres. Une usine de la Drôme met en œuvre le procédé des fluides supercritiques à l'échelle semi-industrielle. Des entreprises locales du secteur alimentaire et cosmétique font déjà appel à cette technologie pour remplacer l'utilisation de solvants chimiques. On utilise le CO2 supercritique à haute pression, il est dense, il agit comme un solvant, il a un pouvoir solvant qui est assez comparable à l'hexane et donc on peut obtenir des extraits qui sont comparables et qui peuvent donc remplacer les extraits obtenus par extraction à l'hexane. On va travailler sur les arômes, sur les parfums, sur l'inactivation de bactéries et de virus. On va travailler sur les colorants alimentaires éventuellement. Et également pour la cosmétique, on va travailler plus en détail à fractionner, à séparer, à purifier certaines molécules qui vont être intéressantes pour entrer dans des bases de cosmétiques. Pour des crèmes, on travaille beaucoup sur les lipides notamment, des lipides qui vont avoir des propriétés hydratantes pour la peau par exemple. Derrière le concept de fluide supercritique se cache en fait une réalité simple dont voici la cartographie. En fonction de la pression et de la température, on peut symboliser les différentes phases de la matière. Prenons un exemple, l'eau. En dessous de 0 degré, l'eau se présente sous forme solide, la glace. Au-dessus de 100 degrés, l'eau est sous forme gazeuse, la vapeur. Entre 0 et 100 degrés, l'eau est sous forme liquide. Ce que l'on ignore souvent, c'est qu'au-delà d'une certaine pression et température, soit au-delà d'un point critique, existe une zone qui est appelée supercritique. C'est-à-dire qu'au-delà d'une certaine pression et température, la matière va entrer dans une phase qui ne sera ni solide, ni liquide, ni gazeuse, mais supercritique. Dans le cas du CO2, lorsqu'il devient supercritique, il acquiert les propriétés particulières des solvants classiques, c'est-à-dire l'extraction, la purification et la séparation. Philippe Sogel est un acteur économique important de la filière des plantes, des parfums et des huiles essentielles de la Drôme. Il a été l'un des premiers à expérimenter le procédé des fluides supercritiques dans l'élaboration de ses produits. C'est vrai que l'aspect maturation, on l'a identifié sur d'autres éléments. Donc ça, c'est quand même très important. Alors, là, je vais te proposer là, de découvrir. Donc, c'est un travail qu'on a réalisé là, à la fin de l'été sur une toute petite production expérimentale de géranium bourbon.
pour essayer vraiment d'avoir un parfum de géranium qui soit le plus proche possible de la réalité et où on retrouve bien toutes les caractéristiques de ce parfum qui est quand même assez envoûtant, qui est très chaud, qui est très rond. Et c'est un alcool modifié à 70, voilà, pour qu'il ne soit pas trop agressif. Écoute, cet échantillon est tout simplement extraordinaire. Moi, je le trouve surprenant. C'est un parfum à lui tout seul. Moi, à lui tout seul, on se croirait à l'île de la Réunion. Rien que de sentir ça, il ne te manque plus que le petit rhum arrangé. et je crois qu'on pourrait... Avec l'outil d'extraction CO2, on a accès à un procédé qui permet d'être beaucoup plus fidèle au parfum original de la plante. Et moi, j'ai tout de suite été très intéressé par ce côté-là, c'est-à-dire vraiment une autre dimension olfactive et une réelle différenciation. Ça serait quand même paradoxal, si vous voulez, aujourd'hui, d'aller proposer peut-être le meilleur du naturel, c'est-à-dire un extrait d'une grande pureté, d'une grande fidélité à la plante. Finalement, la plante sous une forme utilisable dans l'industrie, si en parallèle, on était avec un process qui soit extrêmement dégradant pour l'environnement. Enfin, il y aurait quelque chose, à mon sens, de pas compatible. Je ne vois pas comment je pourrais pratiquer mon métier, si vous voulez, sans me soucier, et c'est pas qu'une question d'image, c'est pas qu'une question de communication, mais sans me soucier réellement de l'environnement dans lequel j'évolue.